Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine dans laquelle on se retrouve dans une nouvelle interview. Cette fois-ci, je n'ai pas un pilote mais j'en ai deux, Samuel et Antoine. Bonjour les gars, comment vous allez? Bien, tip top. Ça va et toi? Ben ça va, merci. Donc aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas pu me rendre sur place, j'ai pas pu aller dans l'est de la France pour vous rencontrer, messieurs. On s'est déjà vu plusieurs fois. Aujourd'hui, petite interview en visio avec différentes questions que je posais, puis vous répondez au feeling, on s'amuse avec les questions et puis on voit jusqu'où ça nous mène. C'est bon pour vous? Allez. Yep. Allez, on va commencer direct par toi, Sam. Est-ce que tu peux te présenter ton âge, ce que tu fais dans la vie, ce qui te vient en tête? Samuel Verdon, du coup, 16 ans. Donc je fais de la Z depuis 2 ans et demi. Et comme passion, après, autre que Z, j'ai la mécanique automobile. Donc je fais un bac pro mécanique. Voilà. D'accord, ok. Et toi, Antoine? Eh ben, moi, je suis un peu moins jeune. Moi, je suis plus sur les 45 ans, on va dire. Moi, je suis moniteur de snowboard l'hiver, moniteur de skateboard l'été. Et puis, ça me laisse pas mal de temps libre, justement, pour pouvoir préparer tous ces châssis, avancer, essayer, développer et mettre tout notre petit team en avant. Hein, parce que ça demande du temps, tout ça. Et oui. Ah bah, carrément, carrément. Pourquoi le modélisme? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote? Alors peut-être plus Antoine, parce que du coup c'est peut-être de ta faute, Antoine, si vous êtes dans le modélisme. Ouais, moi depuis tout petit, de toute façon, ça a commencé vraiment petit avec les maquettes, les Tamiya classiques. Et puis après, je suis passé aux voitures radiocommandées, pareil, Tamiya. J'ai attaqué à 10 ans, et j'avais déjà un petit châssis, un TA03F, donc un 1/10e, donc j'avais déjà fait une petite course régionale, et puis j'avais toujours ça dans le coin de la tête, et j'ai fait pas mal de sport automobile, j'ai fait une quinzaine d'années de rallye en tant que pilote, préparation et pilote, et puis quand j'ai arrêté le rallye, j'avais besoin de retourner à un truc un peu mécanique et compétition, donc allez, c'était reparti, on s'est racheté une voiture, modélisme, et puis le 1/10e, le touring en asphalte, et c'est parti, on s'est fait 7 ou 8 championnats de France. D'accord. Et puis après la mini-Z. Et puis après la mini-Z, il y a 2 ans et demi. Voilà. Ok. Donc du coup, pour Samuel, tu as commencé à quel âge le modélisme en tant que tel? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ouais, ma première voiture, j'ai eu à 3 ans. D'accord. Antoine, il est très content, là, je le vois. Et du coup, alors, vous avez parlé de modélisme, mais pourquoi la mini-Z? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est mini-Z plus que les grosses échelles, comme tu disais tout à l'heure, Antoine? La mini-Z, parce qu'en fait, on est tombé dessus un peu par hasard il y a 2 ans et demi, justement, à un forum des associations où, dans notre ville, le club, le MZCS, organisait justement un accès pour les gens, pour de nouveaux adhérents. On a essayé ça, on connaissait, on avait déjà vu, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour nous, la Z, c'était une petite queue chaude, tout en plastique. Oui, ok, ça fonctionne. Ça nous vendait pas mécaniquement du rêve, on va dire ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, on est revenu, on a regardé, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est joli. C'est joli mécaniquement. Il y avait les GLR qui tournaient déjà bien et tout ça. On s'est dit, allez, on se lance. Donc on s'est pris 3 châssis, même avec Alex, qui est avec là, le petit frère qui a 11 ans, et qui roule très très fort aussi. Donc on s'y est mis. Il y a le club, il est à quoi? À 2 km de chez nous. C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. On s'est dit, bon écoute, c'est accessible financièrement, logistiquement, géographiquement. Allez, on se lance, on y va. Et donc nous voilà 2 ans et demi après, quoi. Et donc au MZCS, c'est ce qu'on disait, donc le club, pour ceux qui ne le savent pas, qui a organisé la Coupe de France en 2023, la Coupe d'Europe en 2024, et vous étiez déjà dans les personnes qui organisaient ces 2 événements. Ouais, on est tombé pile au bon moment, on va dire. Oui, parce que du coup 2 ans, et ça colle à peu près au tout début de la Coupe de France, enfin du retour de la Coupe de France marquée en tout cas. Est-ce que, on a vu que vous avez été pilote Marca, aujourd'hui pilote réflexe, qu'est-ce qui, comment je pourrais dire ça? Quel intérêt ça a pour vous d'être pilote pour une team? Est-ce qu'il y a un impact derrière? Alors, dans vos performances, ça j'imagine, mais est-ce que même pour la marque en tant que telle, ça a vraiment un impact pour eux d'avoir des pilotes? Là, je sais pas répondre. On va dire que oui, ça a un impact énorme pour nous et pour eux, enfin pour lui, pour Christian Tabouche. Merci, ouais. Qui nous aide énormément.
On va dire que Sam est plus pilote officiel pour la marque. Lui, on lui passe un châssis, il le règle, il le regarde, il fait des retours, on l'aide à le régler, à le faire avancer, et puis après on va lui demander de faire des résultats. On l'oblige pas, il n'y a rien d'obligé, voilà. Mais c'est dans la dynamique, voilà, il est pilote, et voilà. Moi, mon rôle, ce serait plus pilote essayeur et développeur, parce que de mon grand âge, forcément, j'ai un peu moins de réflexes que vous, les petits jeunes. Mais je peux encore vous dire pourquoi vous n'allez pas vite et pourquoi il va falloir aller chercher 2-3 centièmes. Et du coup, depuis la Coupe du Monde, et c'est officiel, je suis Team Manager Europe pour Reflex. Donc mon job à moi, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est de monter un team européen. Donc là, on a déjà 4 pilotes. Sam, un deuxième français, je vous le citerai après, un espagnol et un hollandais. D'accord. On va agrandir ça tout doucement, on va se faire un joli team. Et moi, en parallèle aussi, je fais aussi support technique. C'est-à-dire que, et ça vous le savez très bien, sur une course, quand je suis présent, vous venez me voir, je vous conseille, je vous aide, je vous fais avancer, je regarde où vous en êtes et je vous donne les solutions les plus adaptées. Ou alors, si je suis pas présent, vous n'hésitez pas, Messenger, vous me contactez, je suis là, j'ai pas assez de train avant, j'ai trop de train arrière, voilà, et je peux vous aider, vous faire avancer. Que vous soyez sur une Reflex ou pas, c'est pas un problème. N'importe quel châssis, même en 4 roues motrices. Même une 4 roues motrices, hein, c'est pas un souci. Donc voilà. Carrément. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as je sais pas, des pièces en tête, etc., qui ont été pensées, ou du moins que tu as aidé dans le développement aujourd'hui chez Reflex? Il y a des choses qui sont sorties de toi, de ta tête, du coup? De nous, de notre tête. Alors oui, il y a des infos. Ouais, il y a clairement des infos, parce que c'est clair que, comme on disait tout à l'heure, il y a un marché américain qui ont des pistes américaines. Hein, eux, ils sont des Américains, c'est-à-dire qu'ils roulent en 4 dalles de large, qu'ils mettent souvent des très gros moteurs, et du coup, ils mettent des châssis en laiton à 200 grammes. Ben oui, c'est sûr, il faut bien passer la puissance après. Donc, nous, en Europe, on est plus entre 2 et 3 dalles de large. Le grip est aussi moins élevé parce que il fait peut-être moins chaud, plus humide, enfin voilà, c'est différent hein, au niveau hygrométrie. Donc, il faut adapter aussi les voitures sur un marché européen, voire même asiatique plus tard. Mais pour l'instant, marché européen. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de boulot parce que notre pilote espagnol qui est tout en bas de l'Espagne là-bas, il n'a pas du tout le même grip que nous ou vous là-bas en haut de la France. C'est une chose. Donc oui, il y a des infos qu'on fait remonter pour les générations futures, pour la G3, la génération 3, qui arrivera certainement milieu d'année prochaine, mais je n'en dirai pas plus. Enfin, milieu de cette année, excusez-moi. Et je n'en dirai pas plus. Et oui, il y aura des choses qui viendront de nous, bien sûr, ouais. Des petits tips, des petits trucs où il faut affiner, où il faut faire l'auto le plus polyvalent possible. Ne pas la faire trop compliquée en termes de réglage, parce qu'il ne faut pas que les gens se perdent, mais il ne faut pas la faire trop simple non plus, parce qu'elle ne sera pas adaptée à un marché américain et à un marché européen. Ouais, carrément. Mais c'est cool s'il y a vraiment une utilité à ce que vous soyez pilote, entre guillemets, hormis de vous aider. Si ça peut aussi aider la marque, ça c'est vraiment top. D'où la première question qu'on avait eue sur les commentaires Facebook. Pourquoi vous avez choisi Reflex? Alors, je pose la question et j'y réponds. On n'a pas choisi Reflex, c'est Reflex qui nous a choisi déjà. Moi, j'ai simplement appelé Christian en disant, voilà, mon fils est champion d'Europe. On aimerait vraiment essayer vos châssis parce que mécaniquement, j'en ai eu entre les mains, ça me plaît. Au niveau du feeling, ça me plaît. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Il nous a envoyé 2 châssis. Prenez votre temps, vous les auscultez, vous roulez avec, puis vous me dites. Et puis, ben, nous, on a signé. Et ben ouais, on a signé parce que, comme tu as pu voir, et ben, au niveau du montage, c'est très simpliste du coup, et il n'y a pas des pièces en trop. Il y a cette stratégie non commerciale, non marketing des options OPA à la X-Ray où il n'y a pas besoin d'acheter un châssis tous les ans. Ou à la GL. Ou à la GL, où le châssis de 2026 sera tellement radicalement différent du 2025 qu'aucune option sera adaptable. Là, c'est pas le cas du tout. C'est la même base tout le temps. La génération 3 aura la même base, mais il y aura un train avant, un pod différent, des choses différentes, mais la base reste la même. Toujours en gardant le même ADN. Voilà.
Donc les pièces seront switchables et c'est bien ça qu'on respecte. Il y a aussi la communication qu'on a tout de suite eue avec Christian, qui a été très saine. C'est un ingénieur à la base, hein, c'est un très grand homme de marketing, il sait exactement ce qu'il fait, mais au niveau ingénierie, il est hyper calé. Et quand on commence à parler de choses très précises, très pointues, tout de suite ça fonctionne. Ok, les centres de roulis sont pas bons là pour nous. Toi aux États-Unis ça fonctionne là-bas. Nous ici ça fonctionne pas. Faudrait peut-être les relever un petit peu, que l'auto soit un peu plus comme ça. Ok, on va faire ça, 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 ça. Et ça percute. Donc oui, tout l'intérêt pour moi en tout cas était qu'il y ait de la résonance dans ce qu'on dit. Et ça fonctionne. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, bah, pour Sam, derrière, bah, c'est du pain béni parce que lui, il me fait ses feedbacks en me disant « Ok, mon auto, elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Moi, je lui propose des setups. On essaye. On n'y arrive pas. Je passe un étage au-dessus. Je propose mécaniquement une solution. On la valide. Ça revient. Il la réessaye. Ouais, il y a vraiment un duo tous les deux. Ouais. Ouais. Moi, tout seul, je pourrais pas faire tout ce qu'on fait en ce moment. Ouais, carrément. Donc voilà. Non mais c'est top. C'est top que ça marche à tous les deux, puis surtout qu'il y ait un feedback avec Reflex. On va revenir un petit peu avec toi, Sam. Coupe d'Europe, tu l'as dit tout à l'heure, Antoine, c'est ton premier titre. Finalement, t'es un peu, alors à mon sens, et c'est très simple, comment je pourrais dire ça, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais t'es sorti de nulle part. Moi, la Coupe d'Europe, j'avais commenté du coup à distance depuis la maison, t'es sorti de nulle part et t'as impressionné tout le monde. C'était quoi finalement tu venais d'où? T'as travaillé dans l'ombre ou il y a une histoire un petit peu derrière ça? Bah en fait, je voyais pas trop le niveau de la mini Z au niveau mondial et européen. Et donc en fait, j'y suis allé au feeling. Et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Et puis faut aussi beaucoup d'entraînement avant, hein. Beaucoup de training, etc. Beaucoup d'essais. En plus avec un nouveau châssis juste avant la Coupe d'Europe. Et puis voilà. Et aujourd'hui, quand on te dit que Coupe d'Europe, ça te fait quoi? Alors c'est à froid parce que ça fait peut-être même quasiment un an. C'est quoi finalement toujours ton ressenti autour de ça? Bah c'est quand même mon premier titre européen, même premier titre de mini Z, et donc ça fait toujours plaisir de l'avoir. Puis de penser à toutes ces émotions que j'ai eues. Tu y pensais le jeudi avant les essais? Tu t'es dit tiens, allez, fin de week-end, je suis champion d'Europe? Bah en fait, je me battais au niveau des chronos avec Guillaume et Thomas. Puis on se bataillait, puis en fait à la fin je partais premier de la A, et puis donc après j'ai continué comme ça. Et toi Antoine, de voir ton fils sur la plus haute marche, même à froid, ça te fait quoi? Ah bah fierté de toute façon, hein, quand on voit ses enfants qui réussissent, même s'ils réussissent pas, mais voir son jeune se donner à fond, ne rien lâcher, parce qu'en plus il l'a pas volé le titre, hein, ça n'a pas été un fait de course qui a fait qu'il est passé devant, il l'a eu à la régulière et plus que ça. Ouais, bah fierté, et puis bah après surtout fierté de mon fils qui commence à comprendre les réglages du châssis et à me dire ok papa, là l'auto elle a pas assez de train avant en entrée de courbe, il me dit ça, moi je peux lui régler l'auto, et c'est ce qu'on a fait depuis le début, depuis qu'il est tout petit en fait. Un gamin ou une personne qui vient, ou toi tu viens me dire en me disant ouais bah là mon auto elle marche pas, je dis ouais bah elle marche pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux pas l'aider plus que ça quoi. Si tu viens avec un truc précis en me disant ok elle survire en sortie de courbe à la remise des gaz, ok on va faire quelque chose sans problème. Donc ouais, fierté de mon fils pour une globalité de choses assez énorme quoi, assez énorme. Carrément. Et du coup, là à l'époque vous n'étiez pas encore pilote réflexe, du coup c'était sur quel châssis que tu as été champion d'Europe? GTR. J'ai le GTR. Okay. Et à la base c'était pourquoi la GTR, pourquoi ce châssis par contre? Avant on était sur une GLR et puis on voyait quand même que par rapport aux autres du club, on était quand même assez lent. Et donc on a voulu passer sur une gamme au-dessus quand même. Et donc on avait vu quelqu'un du club qui avait une GTR et donc on a voulu essayer. Puis donc ça a fonctionné assez bien. Ouais, pas mal, ouais. On va continuer du coup un petit peu sur l'année 2024. On a parlé de la Coupe d'Europe. Maintenant, la prochaine étape pour vous à l'époque, c'était la Coupe du Monde. Donc c'était la première PNWC que vous faisiez tous les deux. C'était quoi, avant même l'événement, l'objectif? Parce que du coup, Sam, t'es arrivé en tant que champion d'Europe. C'était quoi l'objectif dans ta tête? Alors, tu peux me dire champion du monde, il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que tu avais un objectif ou au contraire, est-ce que tu n'en avais pas du tout? Quand même dans la catégorie stock, essayer de quand même être sur le podium. Mais sinon, dans les autres catégories, pas d'objectif principal, juste rendre fier le team et puis on perd. Et Antoine, parce que du coup, tu as participé aussi à la Coupe du Monde, notamment en Formule 1. Ouais.
Alors moi, zéro objectif, hein. J'étais là-bas en tant que challenger complet, et c'était aussi pour se jauger, hein, pour savoir où on en était à peu près dans le classement mondial, entre guillemets, ce qui n'est pas réel, mais ce qui reflète un petit peu quand même. Non, c'était cool, c'était cool. On est parti là-bas quand même assez humble quand même, hein. On savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas du tout ce que ça allait être une piste flambant neuve, parce qu'on a eu l'annonce que la piste était neuve, déballée du carton quelques semaines avant, donc on savait pas. Comme beaucoup de monde, hein, on n'est pas voilà, différent. Mais donc ouais, on y est allé assez humble et puis bien préparé par contre. Mécaniquement, au niveau des carrosseries, on a essayé énormément de choses. On a en pro stock, on a fait nos carrosseries ultra light, hein. C'est de la Jomu, mais c'est de la Jomu à 20 grammes. Hein. Tu dirais qu'il y a eu encore plus de prépa qu'à la Coupe d'Europe? Ah ouais, ah oui. Bah, comme on te l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas vraiment faire dans le loisir. Et je vais même te dire que notre plaisir, c'est justement de pousser la compétition dans le sens où je pense que moi, comme ça, on n'a pas cet esprit compétiteur dans le sens, on s'en fout d'être sur le podium, on s'en fout d'être champion du monde, on s'en fout. Par contre... Plus maintenant, mais... Ouais, enfin bon, l'autre... Voilà. Non, ça va, il reste bien la tête sur les épaules, et puis je suis là pour le ramener un peu sur terre de temps en temps. Mais on a surtout ce truc que quand on a fini notre manche ou quand on a fini notre compétition et que ça n'a pas fonctionné, on aime savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Soit c'est le pilote, ok, d'accord, on admet, on n'est pas bon, on n'a pas été bon, on passe à autre chose. Soit il y a des choses à travailler, mécaniquement, logistiquement, au niveau du training, au niveau de l'endurance, ou au niveau du poids, au niveau de plein d'autres choses. Donc la stratégie de course, des pneus, des changements, Kiro, de comment on fait, machin et tout. Donc ouais, à la PN, on n'y est pas allé comme des touristes, quoi. Comme j'ai dit à notre ami Cham, avec qui on roule énormément, je dis putain Cham, on a bossé, hein. On n'y est pas allé comme des touristes, on a vraiment bossé. C'était pas du hasard. C'était pas du hasard. Et ça payait, parce que du coup, si vous pouvez dire tous les deux vos résultats, parce que même toi, Antoine, tu as fait un très beau résultat à la Coupe du Monde, il y a un travail qui a payé et qui a donné des jolis résultats quand même. Donc, en F1, toi, tu as fait 8. Ouais. 8ème, moi 2ème en stock, du coup, et 5ème en pancar. Et est-ce qu'il y a des... Alors, regrets quand on fait des top 10, il n'y a pas de regrets, mais est-ce que tu t'es dit dans le week-end, il y a peut-être moyen d'aller chercher un titre quelque part dans une catégorie par exemple? En stock, oui. Mais j'étais pas, je pense, encore assez prêt pour être pour la première marche. Après, ça s'est joué à rien du tout, mais... Carrément, surtout dans cette catégorie. Ouais, il y a encore à gratter, quoi. Et justement, tout à l'heure, Antoine, il a parlé de stratégie d'équipe, et je me souviens avoir parlé de ça avec toi, Antoine et Sam, à la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que ça fait partie un peu de la nouvelle Mini-Z, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pilotes, de teams, d'écuries, pour les marques en tout cas. Et c'est vrai que c'était la première fois que j'entendais ça en Mini-Z, et c'était Réflexe qu'il avait insufflé avec Christian, et donc toi, Sam, parce que vous étiez tous les deux aux avant-postes face à Thomas et RTRC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce qu'il y avait vraiment une stratégie comme en F1 ou comme en Sport Auto? Il y avait une stratégie de course dans le sens où pour battre Thomas, il fallait qu'on soit les deux devant. Mais je l'avais pas compris comme ça, dans le sens où donc à la dernière manche, je devais rester derrière Christian pour attendre que Christian double Thomas, et puis après moi je double Thomas. Et si moi je suis plus rapide que Christian, après il me laisse passer, voilà. Mais j'avais pas du tout compris ça comme ça. Et t'avais compris comment? J'avais compris dans le sens où si t'es plus rapide, je te laisse passer, et puis après j'essaye de te suivre pour doubler Thomas, mais non, c'était l'inverse. Et en plus, cette manche de souvenir, elle avait été relancée. Elle avait été relancée parce que deuxième virage, je suis rentré dans le premier tour, j'étais rentré dans le Christian. La stratégie avait été mise en place. Ce qu'il y a, c'est que c'est le timing qui n'a pas été bon pour Sam. C'est-à-dire que Sam, faut pas oublier, c'est un jeune, il a 16 ans, hein, et il cabre. Hein, je veux dire, quand il est sur le podium, il n'est pas là pour attendre que ça se passe. Il est là pour avancer. Et ça fait partie aussi de son apprentissage. Et on est content que ça ait pu se passer comme ça, parce que ça aurait été trop facile qu'il ait eu la première place, qui tourne devant et qui gère sa course. Oui, c'est bien, ok, d'accord.
Mais là, il y avait vraiment un truc à jouer parce qu'il y a eu une victoire pour Thomas, une victoire pour Christian et une victoire pour Sam, donc à la fin. Mais avant de savoir ça, eh ben, on se dit, ok, d'accord, on est sur la sellette, faut jouer fin. Pour jouer fin, il faudrait que un des deux pilotes réflexes puisse mettre la pression à Thomas pendant les 3/4 de la course, gentiment, et puis voir comment il réagit, voir s'il craque, et que le deuxième pilote, Sam ou Christian selon la vitesse, puisse, le moment où le pilote numéro 1, enfin en tête de course Thomas, craque, et ben l'autre pilote, il saute dessus, il saute dans la brèche et il passe devant. C'était ça la stratégie. Ce qu'il y a, c'est que c'est une stratégie, c'est 8 minutes de course, enfin 7 minutes. Et 7 minutes de course, c'est extrêmement long. Et Sam, en fait, il est parti, il a vu la brèche tout de suite dans le premier tour, bam, il est rentré dedans, il y est allé. C'était pas faux, mais c'était un peu prématuré. Ouais, puis il y a aussi la théorie et la pratique. Il y a effectivement se suivre pendant 8 minutes, et puis il y a aussi le fait que, accessoirement, dans 8 minutes, je peux être champion du monde, et que si je passe, il a beau être trop passement, voilà. C'est que je savais pas si ça se jouait au temps ou au point. Au tour, ouais. On savait pas ça au début de la manche, si comment ça se jouait, donc je pouvais pas trop savoir non plus cette stratégie-là. Et de ça, eh ben, on va dire que Christian a été assez désappointé avec cette situation, clairement. Hein. On en a longuement discuté. Sam a été aussi très ennuyé avec ça, parce qu'il s'est bien rendu compte que il avait fait une connerie, hein, grosso modo, même si sans faire exprès, il a fait le job, mais il avait fait une connerie. Ouais. Et je lui ai dit, non mais attends Christian, Sam, il vient d'avoir, enfin, il avait 15 ans encore, hein, il avait 15 ans à la PN, il a que 15 ans. Toi, tu es un pilote de longue haleine, ok, tu arrives à gérer pendant 7 minutes au cul de Thomas Robin, à 30 cm de lui, à gérer pendant 7 minutes. Toi, tu y arrives, parce que tu as 20, 30 ans d'expérience dans le modélisme et dans la compétition. Sam, il a 15 ans, il sait aller fort, hein. Mais gérer sa course, ça vient, mais c'est pas tout de suite encore. Et à ça, et excuse-moi de te couper, on y ajoute l'espèce d'adrénaline et de stress qu'il y avait autour de cette manche. Je m'en souviens, j'étais dans partie de commentaires pour le live, il y avait une espèce d'ambiance autour de cette piste où c'était, mais enfin, j'avais rarement vu ça. Et puis en plus, à ça tu ajoutes que les deux courses d'avance avaient été au couteau de partout, des magnifiques manches, etc. Moi, il n'y avait aucun mal à effectivement ce que tu attaques, parce qu'il y a un moment dans Minzen, on n'est pas à se suivre, etc. Et c'est tout à fait logique. Et comme tu l'as dit, il y a roulé à 100%, roulé à 95%, et c'est cette petite marge qui est peut-être un petit peu dure à gérer au début, mais on a vu ce que tu donnais à 100%, et je pense qu'ils ont du souci à se faire peut-être sur les prochaines années. J'aurais compris la stratégie de course avant, je l'aurais exécuté comme il faut, je pense. Mais c'était juste que j'avais pas compris. Non mais ça s'entend. Ça, il n'y a pas de souci. Tout apprentissage est issu d'un échec. Hein. Donc il fallait y passer pour pouvoir progresser. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il aurait réussi trop facilement, en étant devant sur les 3 finales, ouais, il est champion du monde. Ça m'aurait pas donné d'expérience. Mais, ouais. Parce que du coup, c'était ma question. Le bilan, vous, de cette Coupe du Monde, c'est vraiment ça? C'est une expérience monumentale sur pilotage et mécanique, du coup? C'est notre première PN, en gros. Ouais. C'est la première PN qu'on fait. Hein. Donc c'était une découverte totale. Et du coup, il y a un objectif de faire une deuxième PN en 2025? Bah oui. Bien sûr. Peu importe où aller en Asie? Ouais. Écoute, on va y aller, hein. On va y aller. Ok. Et ça, c'est... Alors, vous y allez parce que vous êtes mordu et je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Christian qui vous dit, vous n'avez pas le choix, vous y allez? Non, pas du tout. Alors, c'est pas une obligation. Ouais. Et puis même, ça paraît très pointu, réflexe, mais en fait pas du tout. On vous rappelle juste que c'est une toute petite boîte, hein, que c'est 2 ou 3 gars là-bas, dont Christian en tête de liste qui se bat pour développer tout ça, qui sort énormément de nouveaux produits en ce moment, qui réfléchit à plein de choses, qui est sur tous les fronts. Et nous, on roule avec grand plaisir pour eux, on les représente. Moi, je récolte un team pour l'Europe parce que je suis convaincu que la dynamique est bonne dans cette marque, mais on est obligé de rien.
Ok, non mais c'est super intéressant parce que tu as raison, c'est vrai qu'il y a un peu cette image de hyper strict, etc. Parce qu'on connaît Christian effectivement dans le personnage qu'il est, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir votre feedback. Et tu parlais justement d'une équipe de deux chez Reflex, comment ça se passe? Tu parles d'une petite entreprise, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas que tu pourrais nous dire sur cet aspect de Reflex? Non, bah ça vaudrait le coup, par exemple, que tu interviewes Christian. Il serait, je pense, très honoré de cette demande, vu maintenant l'importance que tu as en France et le message que tu véhicules. Non, mais ça, ouais, ça reste une petite boîte où c'est lui qui, de toute façon, qui pense et qui design toutes les pièces hein, et les nouveaux châssis. Je pense qu'il se fait un peu aider autour par certains pilotes et amis pour développer certains produits comme les carrosseries qui viennent de chez Radbody, donc c'est Joe Shen qui les développe. On a la Formule 1 qui va arriver bientôt, hein, qui est dans les tuyaux et qui est bien dans le tuyau, on va dire. Que vous avez pu essayer ou pas du tout? Pas du tout, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Donc ouais, il y a énormément de choses en mouvement et c'est ça qui nous a intéressés, autant sur les petites pièces, les outils, les bancs de réglage, les options entre guillemets. J'aime pas trop appeler ça des options parce que comme on te l'a expliqué, il n'y en a pas d'options. Hein. T'achètes ta voiture et il n'y a rien à racheter à côté si ce n'est des réglages, enfin du setup on va dire. Mais en option pure, il n'y a rien. Et donc ouais, il y a énormément de choses qui sont développées en ce moment et donc ouais, c'est très intéressant. Donc ça va très vite et en même temps, faut être patient. Faut être patient parce que parce que ça fait beaucoup de choses à sortir en même temps. Donc voilà, beaucoup de rigueur au niveau de chez Reflex, mais nous, on nous demande pas non plus. On est rigoureux parce que on a été choisi aussi par Christian parce qu'il sait qu'on est rigoureux et qu'on a cette image-là et qu'on aime véhiculer cette image. Après, nous, on nous demande rien, quoi. On nous a pas imposé d'être ni à la PN, ni à la PN 2025, ni nulle part. C'est nous, on veut bien y aller et clairement, oui, on est motivé d'y aller. Puis on est motivé, puis on va y aller, quoi. Et justement, l'année 2024, et on avait parlé tout à l'heure hors vidéo, elle a été énorme, enfin, de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, les 24 heures, alors vous n'y avez pas participé, mais ça fait partie des gros événements qu'on a eu. 2025, pour le coup, est beaucoup plus calme. Comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a une préparation qui est un peu différente? Parce que finalement, les deux gros événements que vous allez faire, l'espace entre les deux, c'est un an. C'est la PNWC 2024 et la PNWC 2025. Il n'y aura quasiment rien entre les deux. Est-ce qu'il y a une préparation qui est différente de votre côté? Bah, pas tellement d'habitude, de toute façon on essaye toujours de développer au mieux les châssis, etc. Trouver d'autres solutions avec d'autres gammes de pneus, de réglages, etc. Pour nous faire évoluer. Puis pour arriver à la PN quand même assez bien au niveau des setups, etc. Quoi. On lâche rien dans le sens où on va attendre les sorties des nouveaux produits ou des prototypes que nous envoie Christian pour essayer. Et puis on voit ce qui peut être le plus rapide, hein, parce que de toute façon c'est le chrono qui parle dans tous les cas. Et puis après, bon, on passe énormément de temps aussi à aider les autres autour de nous, les gens de notre club et tout. Et mine de rien, d'aider les autres. Et Sam s'en est bien aperçu ces derniers temps, parce que moi, j'ai un peu plus de boulot en ce moment cet hiver. Et donc, il va faire les courses tout seul. Donc, c'est lui qui aide un peu les collègues et les gens du club. Et il s'est bien rendu compte qu'en aidant les autres, on apprend énormément aussi. Bah carrément, parce que du coup on découvre peut-être des problèmes sur le véhicule qu'on n'aurait peut-être même pas vu tout seul. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, tu as évoqué une personne qui, je pense, a fait partie de votre histoire en mini-Z, même si ça fait que 2 ans, c'est Cham, que tu as évoqué tout à l'heure. Et il avait une question, je pense, qui est d'une importance énorme. Sam rigole parce qu'il l'a, et je pense qu'Antoine l'a aussi. Est-ce que vous êtes plutôt team kebab ou team pizza? Ah, kebab. Moi, je suis kebab. Ah, pizza. Kebab. Il y a une anecdote autour de ça ou c'est vraiment juste il a pété un plomb? Ah non, il y a une anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on roule avec Cham, en fait, le soir, on prend un kebab. Et puis, Cham, c'est kebab, sauce blanche avec un petit peu d'harissa. Voilà, c'est ça. Cham, classique. Cham est pro kebab quand même. Pro kebab. Voilà. Ok, et ben dédicace à Cham alors. Est-ce qu'il y a des projets là, même si effectivement on sait que l'année 2025 est un petit peu compliqué, on va dire, ou un petit peu vite par rapport à 2024, est-ce qu'il y a des projets pour vous, même hors mini-Z, toujours un petit peu dans le modélisme? Alors un 10e du coup, un 10e touring. Ok, vous allez retourner? Pour se divertir un peu.
parce que la Z, du coup, cette année, va pas trop bouger, elle va un peu stagner. Donc, aller prendre l'air un peu en un 10e touring. Et parce que les réglages peuvent aussi peut-être servir en minette ou peut-être pas du tout. Ah oui, carrément. C'est à peu près la même chose. Pilotage mécanique ou juste un des deux? Pilotage, c'est différent, mais mécanique, c'est assez similaire, oui. D'accord, ok. Et du coup, alors c'est pas du coup une question, c'est est-ce que vous avez un message à faire passer, des gens que vous souhaitez remercier sur toutes ces différentes années, des choses à dire, vous avez carte blanche. Tiens, l'ami kebab, c'est-à-dire Cham, hein, parce que en fait, Cham, on le connaît pas que depuis 2 ans et demi. Cham, ça doit faire peut-être une quinzaine d'années qu'on se connaît, parce que il a fait aussi du 10e touring, il a fait du buggy avec moi. Enfin, ça fait longtemps qu'on se voit et qu'on se connaît, donc on s'apprécie énormément. C'est cool de rouler avec lui, on a des points de vue différents sur plein de choses et du coup ça nous fait progresser. On veut remercier aussi les gens du club parce que le MZCS, mine de rien, notre club Mini Z plus Sionzier, eh ben, il nous aide aussi énormément parce que on a une piste permanente. 7 jours sur 7, 24/24, on peut y aller quand on veut. Et ça, nous, pour le training, ça fait une énorme différence, quoi. Ça fait une énorme différence. Même si la piste n'est pas énorme, eh ben, on vient pour 1 heure de temps, on fait 3 packs et on repart. Et tu fais ça tous les jours, ça engrange de l'expérience sans aucun problème, ça fonctionne. Ouais, et puis les connaissances du châssis, etc. quoi. Ça, la ville de Cluse et de Sionzier qui nous aide aussi, qui nous suit, hein, bien sûr. Reflex, donc Christiane directement. On va aussi remercier Davidé, Marca, hein, parce qu'il est quand même là, présent derrière nous, et puis il va nous aider sur d'autres projets, clairement. Et puis merci à mes enfants, la petite famille là, parce qu'ils me supportent, et puis c'est moi qui leur fous le nez là-dedans, quoi, donc voilà, quoi. T'es en train de dire que c'est de ta faute? Ouais. Un peu. Ouais, quand même, hein, je leur ai mis le nez dedans. Après, ça leur déplaît pas aux jeunes, mais c'est vrai que je les remercie de me suivre là-dedans. Et puis, tant qu'ils auront envie d'en faire, eh ben, on en fera. Tant qu'on aura les moyens, le temps, l'énergie, on ira. Et puis voilà, quoi. Je vous remercie beaucoup du coup pour cette interview. Alors c'est à distance, je m'excuse à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo parce qu'effectivement on n'a pas pu se voir en vrai. Toi. Moi? Ouais. Je remercie qui? Tu veux remercier qui, toi? Là, je sais avoir personne. Ah, personne, d'accord. Non, merci papa. Ah. Merci papa. Moi en tout cas je vous remercie beaucoup tous les deux parce que c'était super sympa. Un grand merci à vous et puis je pense qu'on se reverra, j'espère qu'on se reverra. Bien sûr qu'on va se revoir. Peut-être que la prochaine fois qu'on se verra c'est en Asie, mais bon ça on en reparlera. Ah. Bon, on verra. On n'a pas encore le lieu, on n'a pas encore la date d'ailleurs, on n'a rien en fait. Non mais voilà, un grand merci à tous les deux et puis j'espère qu'on se reverra bientôt et puis merci à tous d'avoir été sur cette vidéo. Merci les gars. Allez, merci à toi Antoine, à plus. À plus. Allez, salut, à bientôt.